finissez par faire la sublimation. Donc, vous pouvez voir, c'est bien plus simple que pour les zinc, mais malheureusement, ce procédé est devenu très cher dû à les longs traitements. Et donc, ce procédé est quel se marque pour que des produits qui ont une forte valeur ajoutée, comme celles qu'on trouve normalement dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et l'industrie alimentaire. Donc, comment on va faire pour baisser les frais de ces procédés? On va attaquer à la première partie, et c'est la congélation. La congélation est un changement d'état de liquide en glace par une diminution de la température. Depuis tout petit, on apprend que lorsqu'on met de l'eau liquide dans un congélateur, quand il arrive à les 0 degrés, on nous va en glaçon. C'est plus tard qu'on apprend que les 0 degrés, c'est appelé la température de fusion. Et aussi, on peut rencontrer parfois que l'eau congèle à une température encore plus bas que les 0 degrés. Et cet effet fait que les phénomènes de congélation deviennent un phénomène stochastique. Et en plus, je vais ajouter que la taille des cristaux dépend de cette température de congélation. Donc, comme je l'avais dit, c'est un procédé stochastique, c'est un phénomène stochastique. Pour cela, je vais vous présenter ces graphiques qui a 3 produits différents et leur température de congélation ici en bas. Vous pouvez voir les mêmes produits pour congeler soit à -1 ou à -15. Donc, on va imaginer un produit qui congèle à -7 degrés. Et on va ici obtenir des cristaux. Et lorsqu'on ajoute des subtractions, les températures deviennent moins négatives et la taille des cristaux augmente, c'est bien pour faire le procédé de la lyophilisation. Et maintenant, je vais vous montrer que par un produit sans l'utilisation d'une poisson, il va congeler à environ moins 6,5. Mais lorsqu'on ajoute des subtraçons, cette température devient plus haut ou moins négative. Et dans ces graphiques-là, en gros, on peut dire que dès qu'on augmente la pression acoustique imposée, la température d'énucléation augmente aussi. Mais la question qui se pose, c'est comment les subtraçons agissaient pour déclencher la congélation. Et bon, dans ce schéma, on a un sonotrope ici qui impose un nombre de pression dans un eau à 1 degré. Et lorsque l'onde de pression rentre à la liquide, on aura une grosse bulle qui se vient à former au cours de la liquide. Mais maintenant, on va faire les mêmes expériences, mais avec des eaux plus froides, qui sont point de fusion. Et on voit que les bulles, grâce aux bulles, apparaissent des cristaux de glace, comme ici, on peut voir la figure. Mais par contre, comment ça s'arrive grâce à l'écavitation acoustique, en gros. Donc, en gros, on peut dire que les bulles sont les responsables de l'apparition de la glace, mais dû à la surpopulation des bulles et leur comportement très chaotique, on ne peut pas savoir comment les bulles produisent la glace. Donc, notre premier objectif, c'est d'isoler l'acteur principal dans la cavitation acoustique, qui c'est isoler à une seule des cellules dans sa cellule de cavitation. Comme ici, à différence de notre vidéo, que l'échelle de temps c'est environ de 20 secondes, l'échelle de temps de cette vidéo c'est environ de 50 microsecondes. Et la taille de cette image est environ de 300 micromètres. Et maintenant, on va parler plus on va analyser la bulle unique. Pour ça, tout d'abord, on va imaginer un bulle au repos, plongé dans un liquide tranquille avec une pression de l'eau liquide ambiante ou P0. Les contenus des bulles, c'est des gaz incondensables, ce qui définit les rayons
en biais de la bulle R0. Mais après qu'on ajoute un nombre de façons il va affecter la pression de cette façon. Et la pression qui voit la bulle, si ce facteur est bien négatif, il va devenir plus faible et la bulle va grossir. À un moment donné, la pression devient assez faible qu'on aura un bulle à son rayon maximal, comme celle-ci. Mais comme c'est un nombre sinus, et ça peut changer de sens, et on peut dire que la bulle va osciller entre un rayon grand et un autre plus petit. Mais en fait, cette dynamique il a été déjà modélisé il y a longtemps par Loreley en 1917, où, grâce à son analyse, il a rencontré que cette équation a en partie qui est due à l'accélération du liquide qui sont autour de la bulle, et la pression du gaz à l'intérieur de la bulle, la pression jusqu'à la paroi de la bulle, et finalement les effets de la pression acoustique qu'on impose sur les liquides. En gros, à partir de la dynamique, on peut dire qu'il y a deux types de bulles, celles qui sont inertielles et les autres qui sont non inertielles. Les bulles non inertielles, normalement, suivent l'ordre de pression et non cylindres comme elles. Mais après, dès qu'on surpasse un certain pression, appelée pression critique au seuil de Blake, la bulle changera son dynamique de façon drastique comme les rouges celle-ci. Donc on va parler un peu plus sur la bulle de cavitation inertielle. Donc on va rappeler qu'on a un onde acoustique en crochet, comme celle-ci, avec la forme sinus. Ici c'est les zéros en pression. Donc toutes les pressions qui sont au-dessus de cette ligne sont négatives. Et on avait dit après la pression de Blake, la bulle va devenir de cavitation inertielle. Donc on rappelle la forme des bulles inertielles, suivant R. Donc tout d'abord, si on imagine que la bulle commence ici, dès que la pression commence à diminuer, la bulle va commencer à grossir. À un moment donné, lorsqu'elle surpasse le seuil de Blake, il y aura une explosion et la bulle va grandir de façon très rapide. Puis, dû à l'augmentation de la pression, on va saturer la croissance de la bulle, il y aura une très bonne pression et il va arriver à son rayon maximal. Ensuite, quand les pressions sont très positives, tous les liquides qui sont autour de la bulle, il va venir vers le centre d'elle et on aura une impulsion très violente et très forte. Donc on va dire que toute cette partie-là est contrôlée majoritairement par la inertie du liquide et c'est là d'où vient les noms des bulles inertielles. Donc à la fin de l'équation, on voit qu'on avait dit qu'ils sont très violents. En fait, ils sont aussi très rapides parce que la chute s'est produite dans environ 1 microseconde. La température au cours de la bulle, c'est environ 6000 Kelvin. La pression à l'intérieur surpasse les 1 gigapascal et l'accélération de la paroi de la bulle est supérieure à 10 puissance 11 G. Et en plus, les bulles émettent ondes de choc. Donc, on va voir telle bulle. D'abord, il faut remplir les conditions comme la première, c'est que la bulle doit rester stable en transition. En plus, il doit maintenir son rayon ambiant constant au cours du temps. Les contenus de la bulle doivent rester stables chimiquement. Et bien sûr, la bulle doit rester toujours sphérique. Donc, pour la première condition, l'expérience dit que les bulles qu'on voit tous les soirs montent vers l'eau par la force de l'air chimique. Lorsqu'on ajoute les ultrasons, on va compenser cette force avec la force de Jernes qui va amener la bulle à chaque cycle vers le ventre de pression. Donc, avec la force de Jernes, on peut piéger un bulle dans son ventre acoustique. Donc, maintenant, je vais vous confier un petit secret.
la bulle à l'intérieur contient des gaz. Et les gaz, et pour les gaz, on a deux principes physiques. Les premières, c'est la loi de Henry qui dit que la concentration de gaz dissous est proportionnelle à la pression partielle. Et ici, la K représente la constante de Henry. Et le deuxième principe, c'est la loi de Fick qui dit en gros que les gaz diffusent de les concentrations hautes vers les basses concentrations. Donc on va imaginer un bulle en repos et plonger dans un liquide saturé en gaz. On aura une particule de gaz dans les liquides. Et dû à la pression superficielle, on aura une surpopulation de particules de gaz jusqu'à la paroi de la bulle. Et selon la loi de Fick, on aura un flux centrifuge et donc la bulle se va dissoudre au cours du temps. Dans les cas contraires, pour un bulle de champagne, par exemple, ou on peut dire pour un liquide saturé en gaz, la concentration ici sera très haute et toutes les particules vont rentrer dans les bulles et elles vont finir par grossir. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cas, c'est où on ajoute un autre d'une façon qui a des oscillations? La bulle va suivre les oscillations aussi. Et qu'est-ce qui va passer avec les contenus des gaz? La bulle elle va grossir ou ça va dissoudre? Bon, en fait, comme on avait dit, notre objectif c'est d'avoir une bulle stable chimiquement. Donc nous cherchons où l'échange des particules devient zéro pour atteindre des stabilités diffusionnelles. Donc si on trace la ligne de la stabilité diffusionnelle, selon la pression acoustique opposée, on voit ça. Pour nous, le plus important sont les bulles de gravitation inertielle. C'est là où se produit cet effet physique extrême. Donc, si on fait une ligne pour un gaz saturé, on peut voir que dans ces cas, on ne sera pas capable d'avoir une bulle stable diffusionnelle. Par contre, si on utilise les 10% de la concentration, on peut avoir une bulle attrapée dans cette zone-là. Donc la grande conclusion de cette partie, c'est que pour avoir un équilibre diffusionnel, il faut forcément dégager les liquides. Et tout ce que j'avais dit avant, c'est vrai pour les différentes espèces dans les gaz. Pour notre cas, on utilise des bulles d'air, donc on aura de l'azote, de l'oxygène et de l'argon dans la bulle. Ici, il faut faire des échantillons de la particule. Et en plus, je vais ajouter que dû à l'effort d'impulsion de la bulle inertielle, là-dedans, il y a une température très haute qui peut faire la dissociation de l'azote et de l'oxygène. Donc, comme toujours, on va chercher les stabilités diffusionnelles. Et pour calculer dans les plans de l'expression acoustique opposée et les rayons ambiants, différentes courbes, différentes branches d'équilibre. Et la A, la B et la C. Et ici, les flèches indiquent l'essence de la bulle, s'il va se dissoudre ou il va grossir. Donc, si on a une pression acoustique opposée supérieure à environ 1,2 atmosphère, on sera dans des cas d'un branche stable où on voit qu'il y a des bulles qui contiennent de l'air. Mais après, si on augmente la pression, on va sauter à la branche C, qui est des bulles qui, dû à l'effort de température, a brûlé tout l'azote et l'oxygène. Donc il reste avec que de l'argent. Et c'est ce type de bulle qui est capable de produire de la lumière et un phénomène appelé sonoluminescence. Et donc on va au-dessus d'un certain niveau de rayons ambiants, on voit qu'il apparaît des inestabilités de surface. Donc tous les bulles qui arrivent à ces points se vont détruire. On peut voir en gros 4 types de bulles. Les toutes premières sont les bulles qui, comme on n'a pas assez d'amplitude dans la onde acoustique opposée, il se va dissoudre parce qu'il ne sera pas capable de compenser la perte des gaz de la tension superficielle.
Ensuite, dans le deuxième ouvrage, lorsqu'on ajoute un peu de pression acoustique, on peut voir qu'un bulle peut croître et lorsqu'il touche la ligne rouge, il sera détruit et les petites bulles de destruction il va pénétrer la bulle, il va monter encore et il va détruire l'enceinte rouge. Et ce type de bulle, on l'appelle boule d'enceinte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à l'œil nu, on voit que la bulle danse. Ensuite, si on augmente encore la pression, on peut voir que toutes les bulles qui ont pu ils vont être attirés vers la branche stable. Donc, on peut avoir un bulle inertielle stable, comme celle-là, pardon, et comme celle-ci, c'est celle que je vais montrer dans la première partie. Et ensuite, si on augmente encore la pression, on aura le bulle qui contient que de l'argent, et celle qui produit la lumière. Et finalement, si on augmente encore la pression acoustique, on aura un bulle qui est créé, mais au moment qu'il touche les notes le son de la bulle non sphérique, il aura une stabilité de surface qui sera détruite. Donc, en mesure, on peut dire que l'amplitude augmente, et lorsqu'on augmente l'amplitude, on peut passer d'un bulle qui contient que de l'air à un bulle d'argent. Après ça, on connaît tous les types de bulles, mais quelle bulle déclenche la congélation? Historiquement, deux théories sont susceptibles d'expliquer l'annihilation de la glace par cavitation acoustique. Les deux sont basées sur le fait qu'à la suite de la forte pression d'un bulle inertielle, un onde de pression se propage dans les liquides et cette onde est constituée d'un point compressif suivi à forte pression. Donc, pour la première théorie de Flynn et Jackson, lui dit qu'il est responsable de la nucléation de glace, c'est la dépression qui augmente la température de fusion dans cette sol-là. Il prédit qu'il peut créer que de la glace 1 par opposition. Hickling propose qu'en fait c'est la compression de cette onde qui est responsable de l'augmentation de la température de fusion. Donc, la bulle est plus nucléée que de la glace de type 5, 6 ou 7. En plus de cette théorie, en étude parallèle dans le cadre de projection nucléaire, a confectionné une autre théorie qui en fait dit que ce n'est pas les moments où la bulle inertielle, non, il dit que ce n'est pas à côté de la bulle inertielle que les glaces se produisent, sinon que c'est en fait dans l'intérieur de la bulle et au moment de l'événement dit des cycles de la bulle inertielle, parce que en fait dans ces points-là, la température à l'intérieur de la bulle devient négative, et plus négative que les points de fusion, et donc on aura une chance que les cristaux apparaissent dans cette zone. En plus, et les moments où la température devient négative à l'intérieur de la bulle est environ 35 nanosecondes, que c'est beaucoup plus par rapport à les 1 nanoseconde que prédit les théories précédentes. Mais la vie est plus que des théories parce qu'il déjà existe différents résultats expérimentaux où on a un bulle unique et l'apparition des cristaux. Dans ces premiers travaux de Sacketrin en 1998, lui il dit qu'un bulle inertielle, c'est celle qui déclenche l'apparition des cristaux, et en plus, il favorise la théorie proposée par Hickling. Par contre, un autre groupe de recherche, c'est le Shaw en 2004, et eux ont fait un manip un peu différent, parce qu'ils utilisent un balayage en pression. Donc ils ont différents types de bulles, et eux ont repéré que les bulles qui produisent l'apparition des cristaux, c'est en fait un bulle non inertielle. Un bulle non inertielle n'a pas la pression forte, donc il n'existait pas l'onde de pression des chocs qui s'est produit au voisinage. Donc la question qui s'est pu poser, en fait, quel est le vrai mécanisme qui déclenche la cristallisation par les bulles? Donc nous, pour répondre à cette question, on va faire un manip spécialisé, conçu spécialement pour répondre à cette question. Les problématiques
qui viennent avec sont tout d'abord avoir une bulle unique de cavitation acoustique stable, ensuite être capable de débattre la bulle de cavitation, refroidir les systèmes à des températures plus bas que la température de fusion, c'est-à-dire 0 degrés, avoir un système de détection des cristaux et finalement avoir une reproductivité expérimentale. Donc d'abord, je vais vous présenter ce qu'on a fait à notre montage expérimental. Donc, comme les premières cellules nucléaires bulles, on avait dit qu'il faut avoir une bulle stable, on a besoin de l'eau dégazée. C'est pourquoi on avait construit un système de dégazage qui nous permet de travailler avec taux de saturation en oxygène entre 10 et 20%. Et aussi, on a construit une cellule de cavitation composée d'un microphone pour entendre tout ce qui passe dedans de la cellule et un pièce électrique collé à la base qui va imposer l'onde de pression et qui va l'onde de pression acoustique stationnaire où on va piéger dans leur ventre en bulle unique. Le principe acoustique de la cellule, c'est que lorsque les pièces électriques font leur vibration, il va transmettre tout ça vers les parois de la cellule et comme ici on peut voir, on voit un ventre bien défini à l'intérieur de la cellule, presque au milieu d'elle. Et on avait dit que les pièces électriques fait ça, mais comme on le fait, en fait, un pièce électrique, c'est un matériau qui est très capable de se polariser électriquement sous l'action d'un contact mécanique et en plus, ce phénomène est réversible. Et donc, on ajoute un champ électrique sur les pièces électriques collées au bas et pour générer l'onde de pression. Et comme on fait vibrer le microphone, on capture les signaux qui produisent les pièces électriques, que les microphones sont sur la pièce électrique. Et voici quelques pièces électriques qu'on a utilisées au cours de notre travail. Mais on sait déjà qu'il faut créer un onde stationnaire, il faut vibrer et faire vibrer la cellule, mais de quel matériau on l'a construit? Nous, on avait fait deux modèles, un pour cellules en plastique et l'autre pour des cellules en verre. Si on peut voir que dedans les deux cas, on aura un ventre de pression défini. Par contre, la différence entre eux, c'est que la pression acoustique au ventre, la pression acoustique calculée, au ventre des cellules des verres est environ 10 fois plus forte que celle qu'on retrouve dans les cas du verre à la résonance. Donc, dans notre parcours de tests, on avait construit plusieurs cellules de plastique, qui sont les trois ici en haut, et d'où une faible pression dans le ventre des pressions acoustiques, et on n'arrivait pas à atteindre les régimes de bulle inertielle. Donc, pour notre application, on peut dire que ces trois types de bulles ne marchent pas pour nous. Ensuite, on avait construit une cellule en verre classique et des autres avec un base carré. Avec ces trois cellules, on arrive à avoir de la solubilisation, c'est-à-dire un bulle inertielle. Par contre, celle-ci a un problème parce que les signaux qui ont récupéré de cette cellule, ils deviennent au cours des temps trop bruyants et très instables. Et finalement, cette modèle suspendu des bulles, et pour nous, elle n'est pas assez fiable, donc on va dire qu'elle ne marche pas. Et finalement, la cellule qui est posée sur les 4 points de la base et marche assez bien, et on l'a depuis décembre 2013. Donc, comme on avait dit, le truc fait vibrer la cellule, mais comment fonctionne-t-elle? Donc, il faut qu'elle accroche un système électrique comme ceci, composé par un générateur, un amplificateur, un transformateur d'impédance et un bobine d'adaptation. Et à présent, tous les signaux qu'on récupère des microphones vont être affichés en vert et les signaux qu'on voit verts
les pièces électriques, on les va montrer en bleu. Et nous, on va travailler sur Poirot, mais la cellule de cavitation, il peut être représenté d'un sentiment électrique équivalent par cette circuit. Donc, cette circuit correspond bien à la cellule de cavitation, et en fait, c'est C2 qui correspond à la pièce électrique parce que les pièces électriques ajoutent en capacitance est très fort. Notre bobine d'influence est due, il doit être ajustable pour venir à annuler cette condensateur et avoir la résonance maximale de notre système de cellules. En plus, nous utilisons un transformateur d'impédance pour adapter les impédances des systèmes et celles qui sortent de l'amplificateur. Normalement, et dans notre cas, cette sortie est de 50 ohms et l'autre, le système l'a mesuré que c'était de 4000 ohms. Malheureusement, dû à la grande capacitance et la grande impédance des systèmes, ces deux éléments, on ne les peut pas retrouver dans les commerces. C'est pourquoi on l'a fait nous-mêmes. Alors, on ne voit pas trop la différence. En fait, la vraie différence radique que les transformateurs utilisent deux bobines, et donc deux sorties pour entrer. À l'entrée, à sortie, pardon, et la bobine d'adaptation, il utilise qu'un seul bobine. Et dans ces cas-là, il faut utiliser la ferrite d'une façon mobile. Donc, l'influence de la ferrite dans les signaux verts, que c'est celle des microphones et d'autres, et la pression acoustique pour avoir trop de pression. Et comme vous pouvez voir, est bien critique parce que lorsqu'on sort de la résistance qui annule les pièces électriques, on voit que la signaux des microphones chute vers les bas, et donc la pression, au ventre de pression, sera beaucoup trop atténuante. Maintenant, on va compléter notre montage avec un système pour entendre bien tout ce qui dit la bulle de cavitation. Pour cela, on replace l'oscilloscope par un système d'acquisition, un filtre des signaux et tous les signaux qu'on veut écouter, on les va analyser en temps réel. Dans un autre côté, pour voir la bulle, nous utilisons une caméra rapide et un système d'éclairage. Donc, comme on avait dit, les bulles de cavitation ont un cycle très rapide d'environ 50 microsecondes. Donc, c'est pourquoi on va utiliser la caméra rapide. Nous avons choisi la Euro M310 parce qu'il y a deux particularités intéressantes. La première, c'est que cette caméra a une mémoire circulaire. Et la deuxième, c'est que cette caméra est synchronisable avec l'extérieur, comme par exemple avec des programmes de pilotage comme la bulle. Donc, qu'est-ce que c'est une mémoire circulaire? Bon, en fait, lorsque la caméra est allumée, il prend des images. Donc, la première image qu'il voit, il la va stocker dans sa position de mémoire 1. Ensuite, pour la deuxième, il la va garder dans les deux. Et il va faire tous les boucles complets. Après, pour la onzième image, il va venir à effacer la première. Et pour la douzième, il va faire venir avec la deuxième. Et la caméra peut continuer comme ça et toute la journée s'il voulait. Pour arrêter ce processus et pour récupérer la vidéo, on doit donner à la caméra un signal de trigger, et c'est pour nous un événement très important et qui est pour dans les vues. Donc pour nous, cet événement peut être soit la disparition de la bulle ou l'apparition d'un cristaux. Donc on les dit à la caméra et aussi chaque pulse correspond à une image que la caméra capture. Donc on les dit par exemple qui capture toutes les images qui sont après les triggers et qui nous donnent une vidéo, ou soit on les dit qu'il arrête la capture et il nous donne toutes les images qui sont avec les triggers. C'est comme ça qu'en gros, avec ce système de triggers d'événements et la caméra rapide, on peut dire que grâce à elle, on peut voyager dans les temps et voir tout ce qui c'est avant cet événement très important pour tout ce qu'il y a après l'événement qui déclenche l'enregistrement de la caméra.
Mais en fait, il nous faut plus qu'avoir une caméra rapide pour arriver à voir la vue, parce que comme on avait dit, la taille est d'environ 50 micromètres dans son rayon maximal. Donc il nous faut un télescope pour arriver à la voir. Ce télescope a lentille et barre 3 fois que la focalise dans la zone où la vue se trouve. Mais dans le même esprit que la microscopie, il faut éclairer l'objet. C'est pourquoi on avait conçu un système d'éclairage comme ceci qui est composé d'un dissipateur à l'aide des hautes puissances, d'une lentille et un platine micrométrique pour ajuster tout ce qui sort de ce système à l'axe focal de la vue, à l'axe de la vue. Voici une version réelle. Donc vous pouvez voir que le dissipateur c'est assez costaud et aussi il y a un ventilo pour empêcher que les LED se surchauffent beaucoup trop. Donc en gros, on a le télescope, la caméra, qui va regarder que ce petit point-là d'environ 1 millimètre maximum, et toute la puissance lumineuse de l'élève, elle la va répandre avec la lentille, elle la va focaliser dans le même point. Donc, dans cette très petite zone, il y a un objet plus petit encore, et c'est notre bulle de cavitation. Maintenant, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus grâce à cette montage expérimentaux. Comme on avait dit d'abord, la première partie c'est entendre la vue. Pour entendre la vue, on récupère les signaux en thème réel du microphone. Ensuite, elle peut, comme on les traite en thème réel, on utilise la transformée rapide des Fourier pour avoir tous les contenus en harmonie. Et en plus, on utilise une autre technique que c'est la corrélation croisée. En gros, le but d'apprendre la vue, c'est connaître les régimes d'oscillation de la vue sans la repérer. La première partie, c'est la corrélation croisée. Ici, on a les signaux de microphone filtré. Donc, on prend un premier cycle acoustique, on les va venir à corréler avec un cycle ultérieur V2. Et on peut obtenir les coefficients de corrélation avec cette expression-là. Il nous dit que si c'est il s'agit des mêmes signaux, et le phénomène est périodique. Et dans des cas différents, il doit dire que les signaux ne se rassemblent pas, et on sera dans un cas non périodique. Comme on avait dit, la bulle de cavitation inertielle est un phénomène périodique, et donc si on a les deux signaux, ici ils sont les deux signaux, et comme se rassemblent beaucoup, ça apparaît K1. Et la corrélation croisée nous confirme que ces deux signaux sont égaux, et on est dans les cas de la bulle inertielle où la dynamique est très périodique. Par opposition, dans les cas que les deux signaux ne se rassemblent pas, même si dans ces cas on ne voit pas trop la différence, c'est la corrélation croisée qui nous dit qu'en fait ces deux signaux sont complètement différents et on est dans un cas d'un bulle d'ensemble. Pour rappeler, les différents types de bulles qu'il y en a sont ici au nom. Et que la seule différence entre eux, c'est la pression acoustique qu'on y pose. Notre prochaine manie sera d'imposer un champ électrique dans notre pièce électrique pour avoir ensuite en pression et arriver à avoir les différents régimes d'oscillation. Donc, ici, en bleu, on a la corrélation croisée et dans cet axe-là, on a les harmoniques. Et ici, on a les voltages à la pièce électrique qui est lié directement à la pression acoustique imposée dans le système. Si, dans le cas des harmoniques, on voit bien qu'il y a un harmonique dominant, mais au cours de notre expérience, on a vu que cette harmonique dominante, il peut varier ou il se peut trouver dans un autre endroit, dans un autre harmonique. Donc il peut être soit les 3, soit les 4, ou même les 15. Pour être complètement indépendant de la choix de l'harmonique qu'on va regarder, nous avons créé
des paramètres h, et en gros, c'est un moyen quadratique. Donc, avec l'utilisation des paramètres h, ces graphiques devient beaucoup plus simple, où on a les paramètres h ici en vert, et en bas, des voltages que l'on pose sur les pièces électriques, et donc la pression acoustique imposée sur la bulle. Donc, dans la première partie, comme nous avons dit, que la bulle a un comportement très erratique, on voit que la corrélation croisée ne sera pas rassemblée, et c'est pourquoi on a toutes ces perturbations. À un moment donné, lorsqu'on passe à certains seuils, la bulle deviendra inertielle et stable. Et donc, on aura une corrélation bien corrélée, donc, comme ceci. Et en plus, si on augmente encore les voltages et la pression acoustique par la même chose, on aura une restabilisation. Et finalement, dès qu'on augmente trop la pression acoustique, la bulle sera passée par les instabilités de surface, et grâce à la corrélation acoustique, on est capable d'atteindre la disparition de la bulle. Et cet effet, on peut voir aussi dans les paramètres H et les harmoniques. En plus, une chose qu'on a repéré au cours de l'essai, c'est que nous, maintenant, grâce à les deux systèmes, soit corrélation ou soit les paramètres H, on est capable de détecter un phénomène appelé oscillation chimique, qui en fait c'est la transition entre un bulle DL et un bulle stable d'Arnold. En plus, ici, en regardant que les paramètres H, on peut savoir a priori quand on a un bulle inertielle d'Arnold et quand on a un bulle inertielle qui contient quel. Comme déjà on a fait toute la partie qui c'est entendre la bulle, on va passer à repérer la bulle. Pour cela, on va utiliser ces montages-là. On utilise un cellule carré dans ce cas parce qu'il a introduit moins de décélération et c'est plus simple à repérer la bulle. Donc, avec la caméra, on prend une vidéo qu'on avait déjà dit. Ensuite, on lui va décomposer et on va prendre chacune des images parfaitement l'image, bien sûr, pour avoir. Après, grâce à notre développement, la deuxième partie, c'est filtrer l'image avec un filtre qui conserve toutes les parois de la bulle. Puis, on va binariser cette image, comme celle-ci. On va inverser en noir et blanc, et on va enlever tous les pixels non liés dans certaines tailles. Et avec cette information-là, nous sommes capables de tracer les rayons de la bulle et connaître aussi les secrets de la bulle. Ensuite, on va répéter ce processus pour toutes les images qui contiennent les vidéos. Et c'est comme ça que pour une vidéo, on peut reconstruire la dynamique de la bulle de cavitation inertielle. Ensuite, on va venir on confectionne un système avec un microplatine numérique piloté par la vue où on va accrocher un microfibre. Le but de cette manip, c'est d'amener la microfibre vers la bulle en simulant l'apparition d'un cristaux. Donc, comme c'est pour simuler un cristaux, cette microfibre doit être suffisamment petite. C'est pourquoi on a utilisé une d'environ 8 micromètres. Comme on avait dit, l'objectif c'est de s'approcher près des monts et venir à perturber la bulle de cavitation. Donc, on peut voir dans les vidéos que lorsque les fils est trop près de la bulle, et la bulle se va sentir aspirée par les fils et se va détruire. En regardant les images, nous voulons savoir quand la bulle commence à sentir les fils. Pour cela, on va confectionner ces graphes où chaque point rouge représente une image de la vidéo où on avait pris la différence entre les bouts de fils et les centroïdes de la bulle. Donc, grâce à de nombreux traitements d'images, comme ici vous pouvez voir, on peut remplir la courbe avec les points rouges. Et ici, on voit qu'à un moment donné, lorsque la bulle est très près
et lorsque le fil est très près de la bulle, il va faire aspirer cette sonde-là et la bulle va disparaître à la fin de ce point rouge-là. Et avec les méthodes de la prise, on peut retrouver la distance critique qui doit avoir les fils par rapport à la bulle parce qu'elle où là, elle va commencer à sentir. Et donc, c'est comme ça qu'on voit la distance critique, mais en plus de la voir, on l'entend. Parce qu'on avait dit, avec la corrélation forcée et les paramètres H, on est capable d'entendre les moments précis où la bulle disparaît. Ici, on va et on a la position relative des fils. Donc, dans ces moments-là, la bulle va commencer à rapprocher et c'est là où il va disparaître. Et en fait, c'est ce signal qu'on utilise comme événement pour déclencher l'enregistrement de toutes les vidéos. Donc, en répétant les manips, on peut faire un graphique pour relationner la distance critique et les rayons maximales de la bulle. Dans ces graphes, les cercles sont des manips qui ont été réalisés dans la cellule sphérique et les carrés sont dans la cellule carrée. Les symboles pleins dans les deux cas correspondent à des vidéos où on avait vu qu'il a vu un dynamique très erratique avant de disparaître. En gros, on peut dire que de notre graphique, que la distance critique est de l'ordre de 3 ou 4 fois les rayons maximales. Donc, ça veut dire que pour arriver à détecter l'apparition d'un cristaux, il ne va pas être plus loin que 3 ou 4 fois les rayons maximales de la Lune. Comme on avait dit, parfois, on a des comportements erratiques dans la dynamique de la bulle. Et ici, les éclairages sont différents parce qu'avant, on utilisait une autre méthode. Ici, on voit que la bulle, lorsque se rapproche de la bulle, il commence à danser autour de l'effil et en plus, il revient d'être en position stable. Dans ces cas-là, on voit que la bulle est vraiment près de l'effil et même, on peut dire que peut-être elle est collée à l'effil. Mais ce que nous voyons, c'est que en fait, les fils et la bulle ne se retrouvent pas dans le même plan focal. Et donc, maintenant, je vais citer les conclusions et les perspectives. Sur les mêmes conclusions, c'est qu'on arrivait à faire la construction et l'évaluation d'un studio de cavitation. Nous avons développé une méthode alternative de la caractérisation du bulle unique et nous avons développé un système de détection d'objets près de la bulle de cavitation. À notre perspective, on voulait ajouter une petite cellule dedans la grande cellule. Et ça, c'est un principe qui donne pour ça qu'être. L'objectif, c'est que les liquides autour de la petite cellule sera un mélange de colis-collés pour pas que ça glisse de la glace dans cette zone-là. Et les liquides dedans la petite cellule, il doit être de l'eau liquide pour nucléer les cristaux vraiment au voisinage de la bulle. La question qui se pose, est-ce que c'est possible d'avoir un ventre de pression dedans la petite cellule? D'après notre simulation, je peux dire que oui, il est possible, mais la taille les niveaux de remplissage, c'est un facteur critique. Dans ces cas, la petite cellule est ajustée à le même niveau que le lot de la grande cellule. Et c'est pourquoi on retrouve un ventre de pression à l'intérieur par opposition. Si est trop rempli, les ventres de pression vont être complètement déformés et on ne sera pas capable d'avoir un bulle stable là-dedans. Donc, la première approche pour construire la petite cellule, c'est l'utilisation des cellules UV, mais il nous faut, ça c'est une cellule UV qu'on retrouve dans les commerces, mais comme il nous faut une cellule petite très longue, on l'a collée avec de l'échloroforme, mais on n'a pas encore essayé cette solution parce qu'il pose des autres problèmes expérimentaux, comme par exemple comment on va accrocher la petite cellule dans la grande cellule et comment on va mesurer le niveau de remplissage de l'eau. Comme on avait dit qu'on voulait faire des cristaux, il faut bien mettre des fois dans le système. Pour cela, on va souffler avec
les systèmes décrits avec les lignes rouges, de leur foi, c'est qu'il va venir refroidir de l'eau liquide collée et que par contact, il va refroidir de l'eau. Et on espère de voir des cristaux, des glaces paraître à côté de la ville. Ce système est déjà construit avec les 3 cellules qui sont transparentes. Et ici, on a les 3 cellules. On a ajouté des sondes de température pour mesurer la température dans les glycoles et dans la cellule et dans l'air. Et grâce à notre CCL, on arrive avec les systèmes de foi à avoir les temps d'évolution de la glace dans les volumes d'eau de la petite cellule. Par contre, sans ultrasons. La perspective à venir, c'est qu'on doit construire un autre cellule carrée encore plus stable, faire plusieurs essais d'expérience avec les filles, tester la faisabilité de la petite cellule, répondre aussi s'il est possible de stabiliser au bout la défense. Est-ce qu'on peut entendre encore la bulle avec les microphones? Et bien sûr, nucléer estimer l'apparition d'un cristaux de glace. J'ai appris ça à la fin. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie à mes professeurs et la ANR pour leur soutien. Tout particulier, je remercie à notre technicienne Bruno Bouillet pour son soutien technique, son efficacité et pour son amitié. Donc, merci beaucoup, Bruno. À tous mes amis que j'ai rencontrés ici en France, à l'amour de ma vie, Valentina, à ma famille, et finalement, cette présentation est dédiée à mon grand-père, mon oncle qui est décédé Fernand Souto en France. Merci beaucoup, et c'est tout ce qu'il y a. Bien, merci également de la très belle présentation, très complémentaire du manuscrit qui nous a permis en ramasser la deuxième partie de cette sélection. Donc, je vais rapidement présenter le jury, moi-même, et on va faire d'abord intervenir les 2 rapporteurs dans l'ordre qui suit, M. Dubus, qui vient de dire Julie, et M. Gilles, qui vient de l'économie de Saint-Denis. Ensuite, les autres examinateurs qui ne sont pas de l'école, et on suivra donc avec M. Loïc Allaire de l'UTAM de Poisson et M. Stéphane Labouré de la Gênes de Lyon. Et enfin, vous aurez le plaisir de recevoir des présentations encadrant dans l'ordre Olivier Bouillard, Fabien Ballon et Fabienne Santaillé. Donc, je prendrai peut-être la parole un peu avant eux pour quelques questions qui resteraient. Je pense que le jury va en donner beaucoup la matière. Donc, on va commencer par le premier qui est tiré non pas ensemble, mais qui vient plus long, c'est M. Bertrand Dubus de Lille. Bien, je vais commencer d'abord
Donc on pense que notre essai avec les filles, c'est de dire que lorsque l'objet a une taille à peu près de 8 microns, il va détruire, casser la symétrie de la vue, il la va détruire et on va être capable de la voir. Donc pour cela, on a tous les temps de la caméra qui c'est environ 4 secondes, je crois au maximum. Et donc on espère que les cristaux commencent à croître avant de ça, mais on a des systèmes de déclencher arrière dans les temps. On espère que lorsque les cristaux est trop grand, il y a moins d'un seconde pour se détruire, donc on va arriver à voir tous les processus de la naissance des cristaux. Et comme on a des images, on a les temps, et en gros, donc on peut espérer visualiser et capturer la puissance des cristaux. Et sur l'apparition de ces cristaux, le temps que ça va mettre pour atteindre ces microns à partir du début de l'application, on sait combien de temps ça peut prendre. Alors, je me demandais, pas un temps précis, mais est-ce qu'on est sur en nanosecondes, en microsecondes, en millisecondes, on a une idée? Je pense que les microsecondes. Et alors, donc, de certains, on revient un petit peu, alors je fais bien avec le caméra, qui prend 3000 images par seconde. Donc en fait, au niveau de notre film, quand vous présentez votre dynamique, en fait, vous avez une image tous les 5-6 cycles, en fait, pour reconstituer une dynamique. Est-ce que vous avez regardé, dans le choix de cette caméra, vous avez choisi parce qu'elle peut déclencher, mais est-ce que ça ne risque pas, vous ne risquez pas de manquer des choses, vous avez un peu analysé le fait Oui, en fait, on a vraiment essayé ça, mais on compense la vitesse de la caméra par un système de spectroscopie. Et maintenant, d'abord, on avait un délai, et on a donné des puissances directes, et donc on a arrivé à avoir un perte, un délai, et un éclairage fort direct. Et c'est cet éclairage qui fait que les LED se surchauffent et on a rajouté les excitateurs et les ventilateurs. Et maintenant, on a développé un système stroboscopique. Donc on fait pulser la lumière et jusqu'à 5 nanosecondes, je crois. Donc ça multiplie encore la vitesse de la caméra en revanche. Avec ces marches-là, on pense qu'on ne va pas manquer des images parce que la vitesse de la caméra c'est multiplié par l'effet des spectroscopes. C'est-à-dire que vous allez voir encore plusieurs images. Sur la même image, vous voyez plusieurs trucs en fait. Vous allez éclairer plusieurs fois en une seule petite image. Non, en fait, on reliait les spectroscopes à la caméra. Tout ça, ça suppose une stabilité en fait. Oui. Donc, dans les zones de transition où c'est instable, là, vous regardez la dynamique. Oui. Alors, en fait, bon, j'ai une question. Mais comme normalement la théorie qui c'est au moins d'un plus stable. Alors, c'est vrai que la théorie c'est la plus stable, mais il faut chercher à mesurer. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe justement dans cette stabilité du travail. Oui. Alors, bon, il y a un aspect sur la solubiliscence. Peut-être vous l'avez pas une stable, vous êtes dans la solubiliscence. En fait, pour nous, l'effet qui émettent la lumière, c'est que pour valider que c'est un bulle. Par contre, le côté intérêt pour la customisation, enfin, la dynamique de la bulle unique et du microcube, c'est des choses différentes. Est-ce que vous avez un peu réfléchi sur le fait de qu'est-ce qui peut être transposable de votre info en bulle unique, en multibulle? Vous avez un peu réfléchi à ça ou pas? Et je pense que tout ce qui est transposable, c'est la dynamique de la vue, parce que normalement, les autres tout soit des bulles avec la dynamique. Si on ne compte pas la force de l'air de ces bulles, et donc les effets de la équation doivent être différents. Il devrait se rassembler un peu. Et par contre, oui, c'est vrai qu'on essaie de voir qu'est-ce qui va arriver avec un bulle unique. Mais
pour motiver tout ça complique en fait. Sur la luminescence, finalement, oui, il y en a les pas. gens sont sur la clinique, et en fait, on se rend compte que finalement, les deux mécanismes, dans les deux cas, étaient relativement différents. Alors maintenant, je reviens plus précisément à vos résultats, alors que moi, je le trouve vraiment intéressant. Alors, c'est ce que j'avais noté là. Bon, donc, un très bon résultat, c'est en fait cette capacité à détecter les régimes où ça va changer. Donc, en particulier, le passage d'un verre de carbone, c'est pas vraiment intéressant. Alors, toute notre analyse, pour l'instant, elle repose essentiellement sur la corrélation du signal acoustique. En fait, on a filmé la transition aussi avec la caméra rapide. Donc ça prend un petit moment. Donc, lorsque on arrive à les régimes où la simulation chimique commence à arriver, on voit que la vue commence à changer. Nous, par exemple, c'est des branches D, des branches C de stabilité. Et c'est ce type de comportement que la corrélation, la rendre et on a un petit flou entre les mouvements et stabilité. Et on va calculer la différence et la décorrélation. Et ça, c'est vous comporter et les états. Et les systèmes de stabilité, c'est vrai. Et d'une façon très périodique, on ne sait pas si on pense que ça doit être ça. Et dans la littérature, on retrouve qu'il y a certains thérapeutes et cette partie-là, c'est les bulles de gel, cette partie-là, c'est les bulles d'atome. Et ici, il y a un saut entre les deux. Et on croyait que c'est à ce moment-là qu'on allait avoir, et à la fin, on va avec notre système. Mais il fallait bien sûr faire plusieurs essais, comme on sait, ça c'était pas direct et monté, c'est un résultat qu'on a trouvé au début, avant de voir le système de harmonique, je voyais des perturbations dans la corrélation, mais je ne savais pas ça dure. Et donc la question en fait c'est, pour l'instant effectivement, on voit que la corrélation vous permet de détecter les moments où il y a des choses qui passent. Maintenant, est-ce que vous avez identifié d'autres perspectives d'utiliser finalement cette corrélation comme premier détecteur, mais ensuite finalement vous êtes capable de, quand vous avez détecté ça, de travailler sur d'autres aspects de l'évolution du signal pour essayer d'analyser finalement et peut-être d'identifier des paramètres physiques pendant ces transitions. Là, finalement, vous avez une richesse beaucoup plus grande que la simple corrélation dans vos signaux, puisque vous avez, je vais ensuite zoomer sur cette chose où il y a un transitoire, et en fait, vous avez des analyses. Donc, vous avez identifié des choses à quoi ça pourrait servir, en fait, comprendre des aspects pas nécessairement. En fait, au début, quand on a fait les premiers essais de la corrélation, on l'avait fait sur MATLAB, et la théorie c'est que oui, il va marcher. Et dès qu'il marchait dans la vie réelle, j'étais tellement content pour ça. Et un autre aspect physique critique, à part de détecter les associations chimiques. Voilà. Non, mais c'est vraiment un très bel outil pour venir détecter dans deux zones particulières et ensuite essayer effectivement de caractériser des choses un peu compliquées parce que vous êtes dans des dynamiques de transition où on a plus de mal à. Oui, en fait, un autre manip qu'on a envisagé à faire, c'est de faire les mêmes choses qu'il a fait Thomas Serroy, qui s'est fait ensuite derrière et tout, et voir si on peut détecter les stéréotypes des systèmes avec les conversations.
la bulle, parce que comme l'objet est trop gros, on avait sauté à cette type de profil. Et pour empêcher d'avoir des sauts de succès dans les liquides, on fait descendre le fil de façon hyper douce et presque moins un micromètre par pixel de notre système de dans cette vidéo, il est accéléré plusieurs fois. En fait, ça prend 12 secondes pour prendre moins de 300 micromètres. Mais l'effet, s'il y a un effet de l'eau, de les fluides, on essayait de les diminuer au maximum. On fait la sur plus fin. Et les effets où la bulle qui est à côté de la paroi et explose derrière, on pense qu'on l'a compensé par l'effet que le fil est trop fin. Mais pour pas s'attirer, ça reste encore un message. Mais parfois, avant, on a fait, c'est les résultats que j'ai présentés dans les manuscrits, on a accroché les fils à une distance critique, puis la bulle commençait à faire ça. Malheureusement, on n'a pas de vidéos de ça parce que à ce moment-là, le système n'était pas très mis au point. Et on détectait tous les allers-retours de la bulle par corrélation. C'est-à-dire qu'à une distance critique, la bulle va respirer. Aussi, on voit parfois des comportements bizarres dans la bulle, mais ça a été, on le voit surtout quand l'eau est déjà beaucoup trop relâchée.